Vous avez peut-être regardé mon précédent épisode sur l'écriture automatique, comment faire. Alors vous avez pris une feuille, un stylo, vous vous êtes installé tranquillement et puis vous avez attendu. Mais il ne s'est rien passé. Ou alors presque rien. Des traits, des ronds, des gribouillis. Pas vraiment ce à quoi vous vous attendiez. Et forcément la question, elle arrive. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que je réfléchis trop? Ou tout simplement, est-ce que cette pratique n'existe pas ou je n'en ai pas la capacité et je n'ai pas de don? Alors, je vais vous dire tout de suite, ça m'est aussi arrivé à moi. J'ai essayé plusieurs jours, avec une feuille, un stylo, et rien ne se passait. Et cela m'a même découragée. J'ai fini par me dire, je laisse tomber, ça n'existe pas, c'est pas pour moi. Et puis j'ai arrêté. Alors, ce qui a débloqué la situation, c'est pas forcément une meilleure technique, ça a été le moment où j'ai arrêté d'attendre quelque chose. Et ça a changé toute la façon de m'y prendre. Mais ça, c'était mon blocage. Alors je me présente, je suis Marilyn et sur cette chaîne Sixième Sens, on explore l'intuition, les perceptions subtiles et notre rapport à l'invisible. Et avec mon expérience et surtout avec la volonté de rester dans quelque chose de concret et d'ancré. Dans l'épisode précédent, je vous expliquais comment on débutait l'écriture automatique. Alors aujourd'hui, je vais prendre le problème à l'envers. Je vais voir avec vous ce qui fait que parfois, ça bloque. Depuis la publication de la première vidéo sur l'écriture automatique, j'ai reçu des messages, des commentaires. Et ce qui me frappe, c'est que c'est souvent les mêmes blocages qui reviennent. Alors on va passer en revue ensemble ce qui vous arrive et vous allez très probablement vous reconnaître dans l'un d'entre eux, peut-être même dans plusieurs de ces blocages. Puis à la fin, je vais vous donner un petit protocole très simple, concret, à appliquer dès votre prochaine séance. Et si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous mets le lien dans la description et ici, vous pouvez la regarder d'abord et revenir à celle-ci après. Alors, ça veut dire quoi? Ça marche pas, ça bloque. La première chose, et c'est bien sûr pour moi la plus importante, ça ne marche pas, et bien ça n'existe pas. Quand quelqu'un me dit cette phrase, ce qu'il me dit en réalité, c'est je ne comprends pas ce qui se passe. Je crois que le problème, c'est moi. Ou alors, je doute. Est-ce que ça existe? Alors, il n'y a pas d'un côté des personnes douées et de l'autre celles qui ne le sont pas. Il n'y a pas de don qui est réservé à quelques-uns. Et ça, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Et je le redis. Il y a des blocages. Et un blocage, par définition, vous le savez, ça se lève. Ce qui manque beaucoup, c'est la notion de temps. C'est votre impatience en fait. Finalement, combien de temps ça prend vraiment d'acquérir cette pratique? Et je vais vous dire, il n'y a pas vraiment de règles. J'ai essayé personnellement plusieurs jours et j'ai rien eu du tout. D'autres vont essayer plusieurs semaines. Il n'y a pas de règles formatées sur un nombre de jours limité, je le répète. Ce que j'observe, c'est que presque personne n'arrête parce que ça ne marche pas. Finalement, les gens, ils vont arrêter d'essayer parce qu'ils ne savent pas combien de temps ça prend, ils sont impatients et ils se sont imaginés que ça devait être spontané. Et vous savez, les croyances et l'imaginaire, c'est trompeur. Comme toute nouvelle pratique, la détermination, l'entraînement sur de bonnes bases et le temps nécessaire à l'apprentissage, tout ça va faire la différence. Alors, votre premier blocage, le mental, il veut que ça se passe maintenant. Ça, c'est le piège numéro 1 et de loin le plus fréquent. Quand on découvre l'écriture automatique, on arrive avec une attente. On veut voir la main bouger. On veut obtenir un mot, une phrase, un message. Alors on s'installe avec cette idée en tête. Allez, maintenant, il faut que ça marche. Il faut que ça fonctionne. Et sans même s'en rendre compte, on se met une pression mentale. On surveille la main. On surveille le stylo. On guette le premier mouvement. Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois faire quelque chose? Toute l'attention est tournée vers le résultat. Puis le mental, lui, il fait exactement son travail. Il veut comprendre, il veut contrôler, il veut anticiper. Et surtout, il veut être certain. Malheureusement, l'écriture automatique, ça demande le contraire. Alors non, pas de perdre le contrôle, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Vous restez conscient, présent, ancré dans votre pratique. Mais vous devez vous relâcher et être suffisamment relâché pour que le mouvement puisse être spontané. Et le mental, il revient aussi par une deuxième porte.
on cherche à interpréter. Vous écrivez et en même temps vous cherchez à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce mot? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment un message? Est-ce que cette phrase, elle vient de moi? En fait, c'est comme si vous appreniez à jouer d'un instrument en analysant chaque note au moment exact où vous la jouez. Vous allez forcément perdre en fluidité. Imaginez que vous appuyez sur une touche d'un piano et que vous cherchiez ensuite, mais pourquoi cette note, elle a ce son? Comment le piano peut-il savoir que c'est bien ce son-là? Comment les cordes du piano sont réglées pour y arriver? Bref, au début, vous aurez compris, il faut juste apprendre le geste, pas tout comprendre. Et c'est pour ça que je conseille de commencer très simplement, par des traits, des cercles, des mouvements, sans chercher à obtenir des phrases et de ne rien interpréter pendant la séance. Ce que vous apprenez d'abord, c'est la sensation du mouvement dans votre main, dans votre bras. Le reste, il va venir après. Les ressentis du nouveau lien entre votre main et le stylo, c'est ce qui est important. Car ce n'est pas votre main qui va guider le stylo, mais plutôt l'impression que votre stylo guide votre main. Le deuxième blocage, c'est que vous attendez du spectaculaire. Il faut que je revienne sur mon histoire parce que j'ai peut-être créé un problème en la racontant dans l'épisode précédent. C'est vrai que je vous ai raconté que le stylo est parti d'un coup, tout seul, il s'est mis à avancer, au point que j'ai eu peur et que j'ai tout lâché. Et ça c'est vrai, c'est ce qui m'est arrivé à moi, et avoir cette peur, cette surprise, c'est pas forcément la norme. Si vous attendez ça, si vous êtes assis devant votre feuille, à guetter le moment où votre main va partir toute seule, ou le stylo va partir tout seul, vous pouvez attendre très longtemps. La plupart du temps des gens, ça commence autrement, par des traits, des ronds, des mots, une initiation de base très simple, même un peu forcée. C'est une impression un peu tiède que vous n'êtes pas sûr que quelque chose se passe, que vous êtes vous-même en train d'écrire ou que l'écriture se fait toute seule. En fait, ça peut être même quelque chose de décevant comme sensation. Regardez mes premières pages. En fait, il n'y a rien de spectaculaire dedans. Et pourtant, ça a commencé par ça. Alors ce piège-là, le spectaculaire, l'internet, les épisodes et les vidéos internet, l'aggravent. Vous regardez quelqu'un en ligne, la personne prend un stylo, elle écrit immédiatement des phrases magnifiques, elle reçoit des informations très précises, et vous, devant votre feuille, vous n'avez que des ronds, des traits, voire rien du tout. Alors il est légitime de vous dire, je ne fais pas ce qu'il faut. Mais finalement, derrière, vous ne voyez pas toutes les années d'apprentissage. Vous ne voyez pas tous les essais ratés, ces doutes, les premières feuilles où la personne n'a eu aucun résultat. Vous ne voyez pas non plus ce qui a été coupé au montage. Alors ne comparez pas votre première page au résultat de quelqu'un qui pratique depuis des années. Ce qui doit changer, ce n'est pas votre main, c'est votre état intérieur. Et ça, c'est hyper important. L'état intérieur. Un autre blocage, c'est la peur. Et celle-là, elle est très récurrente et je la prends au sérieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai moi-même eu peur. Vous pouvez être chez vous et avoir envie d'écrire, mais avoir peur. Avoir peur de certaines visites, de toutes ces perceptions qu'on peut avoir sur Internet, avec aussi les Ouija, de ces entités négatives, de ces intrus qu'on ne veut pas voir et qui pourraient nuire dans votre vie. Et dans ma première vidéo, je vous ai également fait un peu peur. Je vous ai parlé de mes périodes difficiles, des messages négatifs que j'ai reçus, des entités qui se sont invitées, des choses désagréables qu'on m'a annoncées. Et c'est vrai, c'est arrivé. Et je préfère être honnête plutôt que de vous vendre une pratique toute lisse. Mais je dois remettre en fait les choses en place parce que là, je crois que j'ai fait une peur, que j'ai pu générer une peur dans cette vidéo et j'aimerais qu'on en parle. Ce qui m'est arrivé parce que je n'avais pas de cadre. Et ça m'est arrivé après une pratique quotidienne sans aucun cadre. À un moment où j'écrivais partout, n'importe quand, n'importe quoi, avec un sentiment de toute puissance. Je me croyais protégée par le simple fait d'avoir découvert la pratique que tout le monde devrait connaître. Alors ce n'est pas du tout le risque d'une personne qui débute et qui écrit 10 minutes le dimanche matin, avec une bougie, avec une intention claire. Sur Internet, on trouve les deux extrêmes. On a ceux qui présentent ça comme un jeu de société et de l'autre, des récits de possession, d'histoires spectaculaires qui va vous terrifier.
Alors je ne suis ni dans le jeu, ni dans le spectaculaire. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un danger. C'est une pratique qui demande un cadre, de l'ancrage et du discernement. Et il y a autre chose qu'il faut comprendre, la peur est elle-même un blocage. On ne peut pas lâcher prise quand on est sur ses gardes. Ça, c'est mécanique. Si vous vous installez tendu à surveiller ce qui pourrait arriver, à anticiper un danger, il ne se passera rien. Tout simplement. La protection, elle ne vient pas de l'évitement. Elle vient, encore une fois, du cadre et de votre intention. Et je vais ouvrir ici une toute petite parenthèse sur mon accompagnement. 2 personnes peuvent me dire exactement la même phrase, ça ne fonctionne pas chez moi. Mais les deux ont peut-être 2 raisons complètement différentes pour que ça ne fonctionne pas. Chez l'une, ça peut être le mental qui prend toute la place et chez l'autre, la peur. Chez une troisième, ça pourrait être simplement une tension dans la main, une mauvaise position. Et c'est exactement pour ça qu'un regard extérieur peut faire gagner beaucoup de temps. Pas pour faire à votre place, pas pour vous dire ce que vous devez recevoir, mais simplement pour vous aider à comprendre vos blocages, comment vous fonctionnez. Et dans mes accompagnements individuels, je prends le temps d'abord de vous comprendre, de voir quelles sont vos expériences, vos attentes, vos croyances, vos difficultés. Et ensuite, je vous explique les bases et je vous montre concrètement la technique. Alors surtout, vous pratiquerez vous-même avec moi en direct et je ne vous promets pas une expérience extraordinaire à la première séance. Ce que je vous donne, c'est un cadre, des repères et une première expérience concrète pour que vous puissiez continuer seul ensuite avec du discernement. Et je veux aussi préciser une chose, il n'y a pas besoin d'un cursus long et cher. Quand quelqu'un est en général bloqué sur un point précis, ce point précis, il peut se débloquer en 1 ou 2 séances. Mon agenda, il est directement en description, alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et maintenant, je reprends l'épisode. Il me reste encore 3 blocages à évoquer. Ça écrit, mais ça ne veut rien dire. Il y a une page, il y a des petits mots par-ci, par-là, il y a des dessins, des poissons même. C'est quelque chose qui semble complètement déconnecté des uns des autres. Et parfois, c'est juste des lettres de l'alphabet, à la suite, qui forment aucun mot. Et avec ça, la personne pense que elle échoue, qu'elle n'y arrive pas. Alors, en réalité, elle est en train de réussir la première étape. Il y a la main qui commence à se libérer, qui commence à écrire. Et il y a le sens qui va arriver. Quand des lettres sortent, même sans aucun sens, quand des mots ou même des dessins, ça veut simplement dire que la main apprend à se relâcher. La main, elle apprend à écrire sans que le mental vienne prendre sa place. C'est précisément l'étape la plus difficile à franchir et en faisant ces petits dessins, en faisant ces gribouillis et ces lettres que vous pensez sans sens, c'est la première étape que vous avez franchie. Alors ce qui manque finalement, c'est pas le contact puisque vous l'avez, c'est la structure. Et puis la structure, le fonctionnement, ça vient avec la répétition. Donc le gribouillage, il est normal et il a une durée dans le temps. Et vous verrez, votre écriture va évoluer dans le temps et avec l'entraînement. J'insiste vraiment, ne cherchez pas à interpréter tout ce que vous allez écrire du premier coup et à tout prix. Ne cherchez pas des initiales, des prénoms cachés, des messages dans 3 lettres qui vont se suivre. Laissez ces pages tranquilles. Elles ne sont pas là pour être lues et comprises, elles sont là pour que votre main apprenne. Cette fois, on va parler d'un blocage qui est plutôt d'aller chercher le signe ailleurs. Parce que vous vous installez, vous écrivez et rien ne vient. Alors, sans vous en rendre compte, votre attente quitter le papier. Et vous êtes tellement dans l'envie d'avoir quelque chose, vous souhaitez tellement que quelque chose se passe que vous allez trouver un phénomène ailleurs autour de vous. Une heure miroir, une chanson, un objet, quelque chose que vous allez remarquer dans les moments qui suivent. Et je ne vais pas parler des signes proprement dits eux-mêmes aujourd'hui. Je ferai un épisode spécifique sur ce sujet. Ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est ce que l'attente provoque à votre perception. Parce que quand on attend, on n'est plus en train de recevoir, on est en train de chercher. Et à partir de ce moment-là, le ressenti, il n'est plus objectif, il n'est plus intérieur. On va chercher, créer, imaginer, fabriquer quelque chose qui va se passer et qu'on espérait qu'elle se passe. L'attente met fin à la neutralité. Et sans neutralité, il n'y a plus rien à observer, ni pendant la séance, ni après. Et c'est pour ça que le vrai travail au début, il n'est pas forcément sur le papier, il est sur votre état intérieur, encore une fois. Apprendre à être centré sur votre cœur, aligné dans le cœur plutôt que dans la tête. C'est un mot qu'on entend beaucoup et qui reste souvent flou.
Alors, je vais vous donner quelque chose simplement de concret avant chaque séance. Prenez 1 minute, une seule. Vous posez votre main sur votre poitrine et vous respirez lentement, inspiration par le nez et une expiration par la bouche plus longue. Vous ne cherchez rien pendant 1 minute. Vous amenez juste votre attention de votre tête à votre poitrine par la respiration. Et quand vous prenez le stylo, vous n'attendez rien, vous observez. Ce n'est pas la technique d'écriture qui pose problème chez la plupart des gens, c'est l'état dans lequel ils s'installent. Alors mon conseil est simple. Pendant votre séance, restez sur votre papier. Le papier, c'est votre cadre. Le reste, vous le mettez de côté. N'observez rien d'autre. Et je vais aborder là maintenant un dernier blocage. Vous vous installez, mais avec une question très précise et souvent très chargée émotionnellement. Est-ce que je dois prendre cette décision? Est-ce que cette personne pense encore à moi? Et pour celles et ceux qui arrivent après avoir perdu quelqu'un de proche, c'est encore plus fort. On ne pose pas une question au hasard, on pose les questions hyper importantes avec l'intention d'être rassuré et de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'elle m'a pardonné? Est-ce qu'il ou elle a souffert? Et toutes ces questions, bien, elles sont légitimes. Et c'est même pour ça qu'on est souvent arrivé à cette pratique. Mais voilà le problème, c'est exactement cette charge émotionnelle qui verrouille tout. Vous êtes déjà attaché émotionnellement à la réponse. Donc vous espérez un oui ou vous redoutez un non. Et dans ces conditions, il devient très difficile d'observer ce qui se passe réellement. Plus l'enjeu est grand, plus le mental s'accroche. Et il ne peut pas faire autrement. Il vous protège, c'est son travail. Donc ne commencez pas par ces questions importantes et très fortes émotionnellement. Commencez par des questions sans enjeu. Des questions dont la réponse, très honnêtement, vous en fichez, c'est un peu égal. Ça peut même paraître absurde. Je sais, c'est bizarre comme technique, mais c'est exactement comme ça qu'on apprend à conduire, plutôt sur un parking avant de prendre l'autoroute, non? Donc la grande question, elle viendra. Mais quand vous saurez comment ça se passe dans votre corps, quand vous n'aurez plus tout à perdre à chaque question que vous posez. Il y a une question que beaucoup de personnes se posent, c'est « et si tout ça, ça venait simplement de moi ?» C'est une bonne question et je ne vais pas vous dire de la chasser. Parce qu'il ne faut pas chercher à se convaincre à tout prix que tout ce qui apparaît sur la feuille devant vous va venir forcément de l'extérieur. Notre cerveau, il est capable de beaucoup de choses. Notre inconscient aussi. Nos émotions, nos souvenirs, nos attentes, nos croyances influencent ce que nous allons écrire. Alors, comment on va faire la différence entre ce qui vient de moi et ce qui vient de l'extérieur? Justement, on ne peut pas le décider tout de suite. Vous ne connaissez pas vos propres peurs, vous ne connaissez pas encore vos attentes, vos filtres, et vous risquez d'attribuer à l'extérieur des choses qui viennent peut-être simplement de vous. Donc le discernement est aussi important que le lâcher-prise. Et c'est même ce qui se distingue d'une pratique concrète, solide, d'une pratique où l'on se raconte simplement des histoires. Alors je vais vous parler du protocole. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire à la prochaine fois que vous allez essayer de faire une séance d'écriture automatique? 1. Identifiez votre blocage. Lequel des blocages est le vôtre? On en a parlé déjà un peu plus haut dans l'épisode. Et ça, c'est peut-être le point le plus difficile, mais c'est la priorité avant votre séance. Parce que souvent, on commence une séance sans se rendre vraiment compte de ce qui pourrait bloquer. Deuxième point, vous ne cherchez pas de message. Ça, c'est le point qui va tout changer. Vous allez prendre une feuille, un stylo, avec lequel vous êtes à l'aise, qui glisse bien. Vous vous mettez dans un endroit calme, vous faites quelques respirations, vous avez simplement l'intention d'apprendre et vous observez seulement ce qui se passe. Des traits, des cercles. Ne cherchez pas à faire joli, à donner du sens, ne cherchez pas à comprendre et surtout ne jugez pas ce qui se passe. Le troisième point, vous allez noter vos sensations, pas les mots. À la fin de votre séance, vous n'écrivez pas ce que vous avez reçu, vous allez noter ce que vous avez ressenti. Dans votre main, dans votre bras, votre respiration, votre état émotionnel, votre mental. Tout ça, vous allez le noter. C'est comme ça que va commencer votre vrai apprentissage. Quatrièmement, c'est la quantité. 5 ou 10 minutes de séance par jour au début, ça suffit. N'essayez pas plus. Parce que rester assis 20 ou 30 minutes devant une page vide, ça produit rien et au contraire, ça peut générer de la frustration et même de la démotivation et encore un blocage. Cinquième point, ne jugez rien avant une pratique d'1 mois. Faites pendant 1 mois une pratique quotidienne. Avant ça,
vous n'aurez pas assez de matière pour vraiment conclure quoi que ce soit sur vous-même et comprendre quoi que ce soit sur vous-même. Et dernier point, autorisez-vous une pause. Si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie, si cette pratique quotidienne devient un petit peu lourde, il y a des jours où on ne peut pas faire de séance, où on est chargé émotionnellement, des jours où c'est tout simplement pas possible. Et bien dans ces cas-là, vous faites une pause. Ça ne sert à rien de continuer et d'insister. Mais attention, vous vous dites j'arrête et je reprends dans une semaine, dans 3 jours. Vous vous fixez une date parce que sinon, c'est pas une pause, vous allez tout simplement abandonner. Et du coup, vous n'y croirez plus. Alors pourquoi l'écriture automatique bloque parfois? Eh bien, pour résumer, je dirais parce qu'on en veut trop, trop vite, parce qu'on surveille, parce qu'on a peur, parce qu'on se compare, parce qu'on veut comprendre tout de suite, parce que parfois c'est pas le bon moment, et surtout parce qu'on est en train d'apprendre. C'est pas un don, c'est un apprentissage. Et un apprentissage, eh bien, ça bloque parfois, ça demande du temps, il y a des paliers. C'est pas raté, c'est juste en cours. Donc, ne pas y arriver tout de suite, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'intuition, que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Ça veut dire simplement que vous êtes en train d'apprendre. Alors, dites-moi en commentaire lequel des blocages vous avez identifié. Lequel est le vôtre? Votre main n'a pas bougé, vous avez eu trop de mental, vous avez eu peur. Ou au contraire, dites-moi s'il s'est passé quelque chose lors de votre première séance que vous n'arrivez pas à comprendre peut-être. Vos expériences m'intéressent vraiment et elles donneront aussi peut-être lieu à d'autres épisodes si vous avez besoin. Et si vous connaissez quelqu'un qui a essayé et qui a laissé tomber en se disant que ce n'était pas pour lui, envoyez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que dans le prochain épisode, je voudrais aussi vous parler d'une confusion que je vois souvent, c'est la différence entre l'écriture automatique et l'écriture intuitive. C'est pas la même chose et savoir où vous en êtes, ça change beaucoup de choses. Alors à très bientôt sur Sixième Sens. Au revoir.